troisième et dernière approche théorique, l'approche économique, ou encore la volatilité électorale. On retrouve ici l'Homo economicus electoralis. C'est un modèle qui est légèrement antérieur au précédent évoqué. On revient dans les années 50, où les économistes se sont employés à transposer leurs modèles et outils à l'ensemble des activités sociales. Nous avons déjà parlé, il me semble, d'Anthony Downs, qui dès 1957 propose une théorie de la démocratie basée sur des fondements microéconomiques. Le but finalement d'un individu, c'est de maximiser ses profits. Ces théories rencontreront très rapidement un succès important. Depuis les années 90, la moitié des articles publiés dans des revues de sciences politiques aux États-Unis peuvent s'inscrire dans cette mouvante. Anthony Downs revendique complètement une assimilation de l'électeur à un consommateur. Je vous propose de regarder rapidement la citation suivante. Électeurs et consommateurs sont essentiellement les mêmes personnes. Monsieur Martin consomme et vote. Qu'il soit dans un supermarché ou dans un isoloir, il demeure le même homme. Aussi, n'y a-t-il aucune raison majeure de croire que son comportement soit différent qu'il se trouve dans l'un ou l'autre de ces lieux. Ici, l'électeur et consommateur, c'est un calculateur utilitariste. Il cherchera, le jour des élections, à maximiser l'utilité de son vote. Ces critères sont avant tout d'ordre économique. Et il va s'appliquer en premier lieu aux sortants, c'est-à-dire les gouvernants qui étant en fonction. Les électeurs vont établir le bilan économique de ceux-ci. Et pour les challengers, c'est une évaluation des programmes proposés, même si la réalisation a une dimension incertaine. Si le bilan du sortant est considéré comme satisfaisant, l'électeur se prononcera en faveur de ceux-ci et ils seront alors récompensés, réélus. On est là face à quelque chose qui repose sur un calcul, c'est entre guillemets scientifique, c'est complètement différent, c'est même contraire aux approches précédentes considérées comme déterministes. Alors, les premiers à s'intéresser à ceci, ce sont des gens comme Kramer qui en 71 va étudier sur une longue période les élections présidentielles américaines. Il va noter que s'il y a un changement réel dans le revenu, les conditions économiques vont remettre en cause le résultat des élections de quelques pourcentages. Himmelweit, en 81, de son côté, va suivre un échantillon d'électeurs pendant 15 ans, et ainsi va observer la manière dont ceux-ci votent lors de 6 consultations successives en Grande-Bretagne, et va montrer ainsi que l'instabilité électorale n'est pas de l'ordre de l'exception, mais au contraire, c'est la règle, et que seulement 30% des électeurs ont voté 6 fois successivement pour le même parti. Et ça ne traduit pas l'apathie des électeurs qui seraient flottants, mais bien un choix rationnel d'individus ayant un niveau d'intérêt pour la politique analogue à ceux d'un électeur stable. Les défendeurs de ces analyses mettent en avant 2 avantages. C'est des analyses qui permettent de mieux comprendre les changements de préférence électorale, et ce sont aussi des analyses plus décisives qui permettent de faire de la prévision électorale sur des bases que l'on va dire scientifiques. Et ces économistes du vote retiennent 2 critères économiques principaux qui vont avoir une influence déterminante. Le taux d'inflation. Pour ceux-ci, ils ont suivi pendant 20 ans, de 1958 à 1976, ce qui se passe dans les élections américaines, et constatent que lorsqu'il y a 1% d'augmentation du taux d'inflation, ceci se traduit par une baisse de 1,35% de la popularité du président sortant. Même chose pour la même période sur le taux de chômage. 1% d'augmentation du taux de chômage aux États-Unis s'est traduit par 3,45% de baisse de la popularité du président sortant.
Et puis de manière plus marginale, c'est une augmentation ou une diminution du revenu moyen. Plus 1% de revenu, eh bien, se traduit par plus 0,68% de popularité présidentielle. Moins 1% de revenu, c'est 0,68% de popularité présidentielle en moins. Bref, là on est face à un usage qui va être massif de l'outil économétrique. Alors, justement, je vous propose deux exemples qui vont vous ravir, je sais que vous allez adorer ça. Le premier, je reviens à Cramer, dont je vous citais tout à l'heure. Cramer, eh bien, va mettre en équation les chiffres qu'il a pu relever sur une longue période lors des élections présidentielles américaines. On va ainsi suivre les résultats de 1896 à 1964. Et il va pouvoir ainsi dire qu'il mesure le pourcentage de votes obtenus pour les candidats républicains. C'est la variable x1. Et x1, ce sera égal à 0,501 moins 0,0033 fois x2 moins 0,00013 fois x3 plus 0,471 fois x4 plus 0,488 fois x6. Intéressant, non? Alors, qu'est-ce que c'est que x2? Eh bien, x2 aura le signe plus 1 si le président sortant est républicain, et le signe moins 1 si le président sortant est démocrate. x3, c'est le taux de chômage. x4, c'est l'évolution du niveau de vie réel. Et x6, eh bien, c'est le taux d'inflation. Ce modèle repose sur des hypothèses que l'on peut, pour certaines, peut-être remettre en cause. La première hypothèse, eh bien, c'est que les choix politiques, en politique économique, n'ont que deux dimensions possibles, le chômage et l'inflation. C'est ce que vous avez dû voir dans ce que l'on appelle la courbe de Phillips, qui date de 1958. Et que si l'on trace, en tenant compte en abscisse du taux de chômage et en ordonnée du taux d'inflation une courbe, on a une isocourbe, où, quel que soit le point où on se situe, eh bien, le couple inflation-chômage vous donne toujours le même niveau. Ça, c'était vrai par contre avant les chocs pétroliers. Ça a beaucoup perdu de sa pertinence aujourd'hui. Parce que à l'époque, la politique économique faisait que vous pouviez choisir entre un taux d'inflation et un taux de chômage, et aujourd'hui, c'est plutôt votre taux d'inflation et votre taux de chômage qui vous imposent une politique économique. Deuxième hypothèse forte de ce modèle, eh bien le taux de chômage est un indicateur de conjoncture. Troisième hypothèse, les électeurs craignent surtout l'inflation, parce que l'inflation amène une redistribution arbitraire de revenus. Un fort taux d'inflation fait que votre revenu va avoir beaucoup de pertes de pouvoir d'achat et amène en plus beaucoup d'aléas. Vous savez ce que dans le mois vous faites, le salaire va être touché à la fin du mois, mais qu'est-ce que vaut ce que vous allez toucher à la fin du mois alors qu'au quotidien vous avez des dépenses à couvrir. Quatrième hypothèse, les électeurs ont tendance à plus voter pour un gouvernant sortant lorsque celui-ci présente un bilan montrant une augmentation, une amélioration des conditions économiques, et à l'inverse, une sanction de ceci. Cinquième hypothèse, les électeurs sont considérés comme naïfs. Ils croient que le gouvernement évalue une politique en fonction de son efficacité réelle, et non en fonction de sa rentabilité électorale. Sixième hypothèse, les hommes politiques ont un comportement opportuniste. Ils ne sont pas fidèles à une idéologie en particulier. Ils s'adaptent, ils surfent. Septième hypothèse, les hommes politiques connaissent parfaitement les préférences des électeurs. C'est-à-dire que, connaissant vos préférences, effectivement, leurs discours vont s'adapter. Et enfin, huitième point, les électeurs ont une mémoire déclinante tout au long de la période électorale. En fait, ce que vous avez pu dire en début de période, il y a de fortes chances qu'ils ne s'en rappellent plus à la fin. Deuxième modèle, qui se veut avec une dimension prédictive,
c'est le modèle de l'Iowa, qui est un modèle plutôt assez célèbre, qui est développé en 1986 par Lewis Beck et Rice. C'est un modèle qui a été appliqué en France en 1997 lors d'élections législatives. C'est ce modèle que je vous présente. Ce modèle a vocation à donner le taux de vote obtenu par l'opposition. Donc ici, V, taux de vote de l'opposition, est égal à 62,7 moins 0,24 fois P moins 3,29 fois G. P, eh bien, c'est la popularité présidentielle 6 mois avant l'élection. G, c'est le taux de croissance réel du PIB à la même date, c'est-à-dire 6 mois avant l'élection. Eh bien, lors de cette élection de 97, élection législative, la prévision, c'était qu'il y ait 56,86% de vote pour l'opposition. La réalité, ça a été 61,74, 5 points de différence. Vous me direz, c'est peut-être pas énorme. Un modèle similaire avait été mis en place pour les élections présidentielles américaines de 96. C'était l'élection qui opposait le président sortant, Bill Clinton, au challenger républicain, Bob Dole. Là, Clinton donc briguait son second mandat. Les prévisions, c'était que Bill Clinton devait obtenir 44,3% des voix et seulement 32% des grands électeurs. La réalité, eh bien, était plutôt assez différente, puisque Clinton a obtenu 49,5% des voix et surtout 70% des grands électeurs, donc réélus. Là, eh bien, le modèle était pas si prédictif que ça, puisque dans la prédiction, il n'était pas réélu, il n'avait que 32% des grands électeurs, et puis dans la réalité, ça a été un triomphe en termes de réélection. Alors qu'est-ce que l'on peut dire en termes de critique de cette approche? Eh bien, il y en a deux. Il y en a une qui est une critique assez importante qu'on appelle le paradoxe du votant, puisque je reviens sur l'idée que l'on est face à un électeur qui est très rationnel, pour pas dire ultra calculateur, très utilitariste. Il cherche à maximiser l'utilité de ses actions. Mais il va se rendre très vite compte que son vote, c'est quelque chose de dérisoire sur le total du corps électoral. Il est finalement plus logique de se comporter comme un free rider. C'est le terme employé par Olson, Mancard, qui veut dire, bah voilà, regardez par exemple, si on prend le scrutin présidentiel français. Si je vais voter, mon vote c'est 1 parmi 40 millions d'électeurs. Finalement, mon vote va peser 0,000000025%. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je suis rationnel? Je vais dire, bien écoutez, je vais laisser voter les 39,999 millions d'électeurs. Ça me permettra, moi, d'économiser de l'énergie. Parce qu'effectivement, si je suis ultra rationnel, que je veux choisir le candidat qui va maximiser mon profit, il faut que je lise tous les programmes, que je regarde comment ceci évolue dans le temps, bien me tenir au courant, faire des calculs savants, notamment d'ordre économique, quand tel ou tel candidat propose une mesure économique, est-ce que ça va augmenter les conditions de vie, est-ce que ça a un impact sur mon revenu, sur ma fiscalité, etc. Si je ne fais rien, eh bien je sortirai de toute façon gagnant, puisque ne faisant rien, un candidat va de toute façon être élu, va avoir une politique économique, et celle-ci, eh bien, de toute façon, sera très rentable pour moi. Deuxième paradoxe. En fait, on est face à des modèles qui ne sont-ils pas plus déterministes que les fameux modèles déterministes qu'ils sont censés remplacer. Parce qu'ici, on met tout en équation. Donc finalement, les variables sont prédéterminées. La campagne électorale, si vous regardez tant chez Cramer que dans le modèle de l'Iowa, on voit pas bien où ça peut apparaître. Les programmes, guère plus, et puis la personnalité du candidat, je ne la vois pas apparaître. Et pourtant, on parlait un peu plus tôt d'Eisenhower, eh bien Eisenhower est celui qui a complètement bouleversé les résultats, avant tout parce qu'il était Eisenhower, non pas parce qu'il était républicain. Il aurait été démocrate, sans doute que l'issue était très semblable. Et vous voyez l'équation de Cramer,
j'ai pas vraiment de popularité, j'ai pas de personnes à caractère exceptionnel. Je suis face à quelque chose qui est déjà prédéterminé. Je prends un taux d'inflation, je prends un taux de chômage, etc. Je vous calcule combien vous allez gagner. Si je suis électeur, à la rigueur, je prends cette équation-là, je remplace les X par leur valeur, et je dis, et voilà, je sais qui est le gagnant, connaissant le gagnant, j'ai plus besoin d'y aller. Voilà. Merci de votre attention.